Ils sont les témoins de l'implantation du christianisme et de ses communautés religieuses en Corse, mais également de son histoire politique. Les nombreux couvents répartis sur tout le territoire de l'île racontent l'histoire de ces ordres venus évangéliser, instruire et aider les populations, notamment les franciscains, qui ont été si nombreux au cours des siècles. Devenus bien publics lors de la Révolution française, la plupart ont changé de destination ou sont tombés en ruine, mais d'autres accueillent encore des communautés qui les animent. C'est le cas du couvent Saint-Dominique à Corbar. Ce magnifique édifice fondé par les franciscains à la fin du XVe siècle a été pillé durant la Révolution avant d'être réhabilité par des dominicains en XIXe. Devenu propriété de la commune en 1903, il a même servi de prison pour des Allemands et des Austro-Hongrois durant la Première Guerre mondiale. De nombreuses personnalités y ont séjourné, comme le père Cormier, futur maître général de l'ordre dominicain, qui a été béatifié, ou encore les écrivains Guy de Maupassant et Alain Perfit. Depuis une trentaine d'années, il accueille la communauté des Frères de Saint-Jean. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Nous sommes une congrégation internationale et donc la maison mère est en Bourgogne, à Rimont, Notre-Dame de Rimont. Et après la formation de philosophie et de théologie, les frères sont envoyés en stage à travers le monde dans nos prieurés parce que nous sommes présents aujourd'hui, on peut dire quasiment sur les 5 continents. Ensemble, nous portons la mission évangélique pour aller annoncer Jésus aux hommes de ce monde. Et cela, voilà, c'est quelque chose qui nous est propre. Voilà, ça y est. Il a senti l'odeur. Les pêches, c'est sûr que ça lui plaît. Les Frères de Saint-Jean font la messe dans les villages. Mais ils ont surtout une mission d'accueil pour ceux qui veulent faire une retraite. Durant les vacances scolaires, ils reçoivent aussi des familles contre une modique somme et une aide lors des repas. Mais le séjour se veut avant tout méditatif. Allez, go. Merci beaucoup. Merci. Bon. Au revoir. On est des frères apôtres, donc des frères en mission. Donc, qu'on se soit, moi j'ai été curé de paroisse, j'ai été vicaire de paroisse, j'ai été aumônier de collège, j'ai été aumônier d'hôpital, aumônier des malades en ville. Je veux dire, on est en mission à l'extérieur, on n'est pas enfermé dans un monastère. Ici, le cadre, effectivement, pourrait laisser croire que, comme c'est un gros bâtiment, on est un monastère et cloîtré, mais non, pas du tout. On est des frères apôtres à qui on a confié ce grand couvent, mais qui nous permet justement d'accueillir chez nous. On a des temps d'enseignement le matin. Les enfants sont pris en charge, donc ça c'est super de venir en famille. On sait que nous, voilà, on est tranquille, on est vraiment à l'écoute de tout ce qu'on peut, on apprend plein de choses. Alors les après-midi sont libres. Donc plage, randonnée, et nos journées sont quand même rythmées par la messe, les temps d'adoration en fin de journée à 18h30 avec les enfants. Ça permet en fait d'aborder la foi en famille, et nos enfants aussi voient d'autres enfants plus grands. C'est parfait pour nous pour renouveler notre foi au quotidien. Dans le village tout proche de Kaateri, se trouve un autre couvent toujours occupé, celui de Marcasso. Fondé en 1623 par les franciscains sur les ruines d'une commanderie génoise, il a été racheté durant la Révolution par un particulier qui a voulu le sauver. Passé ensuite à l'évêché, il a accueilli des frères jusqu'aux années 2000. Après leur départ, il a été entretenu par une bénédictine et l'association du couvent.
jusqu'à ce qu'une communauté de religieuses le découvre. Les Sœurs du Rosier de l'Annonciation, fondées par Sœur Laetitia à Lourdes en 2011. Un jour, on est arrivé ici, en vacances, en Corse. On est arrivé par Île-Rousse et on a fait escale à Corbara. Et là, un frère de Corbara nous a dit, si vous voulez voir un beau paysage, allez au couvent de Marcasse, il y a un très beau point de vue. Donc on s'arrête ici, à 20h30, en été. Et là, on est émerveillé par la vue que nous avons devant nous. Et puis, au moment où on commence à se dire, bon, on va aller dîner quelque part, on entend une porte se fermer derrière nous, c'était la porte de l'église, et avec une dame qui passe la tête, et cette dame s'exclame et dit « Ah, bonjour mes sœurs, vous êtes mes sœurs, et c'est pour vous ce couvent. J'ai trouvé mes sœurs, j'ai trouvé ma communauté. » Alors cette dame, c'est une oblate bénédictine qui s'appelle Mireille, et on est embarqué à l'intérieur du couvent. Et puis elle nous montre les couloirs, le cloître. Elle nous dit les couleurs, si ça vous plaît pas, on les changera. Elle était emballée. Voilà, on s'est laissé prendre. Et puis jusqu'à ce qu'elle nous montre la terrasse avec ce jardin paradisiaque. Au fond de ce jardin, il y avait la grotte de Lourdes, qui est toujours là, bien entendu, avec une reproduction de Notre-Dame de Lourdes et de Sainte Bernadette. Et là, on s'est dit, tiens, peut-être que la Sainte Vierge nous attend ici. Lorsque les sœurs ont décidé de s'installer ici, le toit nécessitait de grands travaux de rénovation. Elles ont alors pu bénéficier du loto du patrimoine ainsi que d'un élan de solidarité. Tout comme elles peuvent compter sur l'aide des villageois pour l'entretien des vastes jardins créés par les franciscains. Depuis qu'on est arrivé, on n'a jamais été, j'ai envie de dire, seul dans l'entretien du couvent. On a 2 hectares de terrain à entretenir aussi, de vergers qui sont des vergers, des jardins en terrasse avec un verger patrimonial à entretenir, donc ça demande du temps. Et ça, c'est sûr que sans les habitants de Cateri, ceux de Lavatoge et voilà, tous les amis du couvent, on n'arriverait pas à tenir le cap, quoi. J'ai été surprise de l'amour des Corses pour la vie religieuse. Pour les religieux, on sent que c'est vraiment cette terre franciscaine qu'ils ont connue, des religieux depuis petit, depuis plusieurs générations. Et en fait, nous, on arrive et on s'inscrit dans une histoire qui nous dépasse. Donc c'est un accueil de la Balagne incommensurable. C'est pas toi qui le fais, c'est moi. Mais les sœurs n'ont pas pour seule mission de s'occuper de ce beau patrimoine. Loin d'être recluses, elles sont avant tout là pour mener des actions auprès de la population et surtout des plus faibles. On a des missions qui se déroulent à la fois dans le couvent et à la fois à l'extérieur du couvent. À l'intérieur du couvent, nous avons un patronage, le patronage Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui accueille entre 20 et 50 enfants
par patronage. Donc c'est un genre de centre aéré de jour. Notre mission, c'est de parler du Christ, bien entendu, aux enfants, à travers le jeu, à travers la joie, à travers le théâtre aussi, parce qu'on fait beaucoup de théâtre, et puis à travers les figures, les grandes figures de sainteté propres à la Corse, mais pas seulement. Je pense que dans ce couvent, il y a énormément de vie. Ça va vraiment dans tous les sens, quoi. À la fois, on s'occupe des enfants, des adolescents, mais aussi des femmes en difficulté. Nous sommes des femmes religieuses avec une fibre éducative. Donc on va aider un peu les mamans et les enfants à aller vers la vie, quoi. Voilà. La ressource en question ? En quelques années seulement, les sœurs ont su, par leur dynamisme et leur personnalité attachante, faire revivre le couvent de Marcasso et accroître sa notoriété. Un véritable atout pour le village, aussi bien au niveau patrimonial que touristique. Je pense qu'aujourd'hui les sœurs rayonnent. Moi j'y suis né à Catte et donc j'ai connu le couvent tout gamin, j'ai venu faire les messes, je venais à l'époque avec les franciscains dans les jardins. Voilà, on passait nos journées ici, donc si vous voulez, il y a un truc que déjà on n'oublie pas. Et aujourd'hui de le voir vivre et de le voir s'émerveiller avec le quotidien, avec les sœurs, et se rendre compte que les gens sont toujours les yeux grands ouverts quand ils arrivent ici, on se rend compte qu'on a un patrimoine énorme et que justement on fait tout pour le préserver. L'implantation des couvents en Corse est ancestrale. Après les premiers monastères de cette île restés longtemps la possession des papes, un nouveau mouvement conventuel a été lancé au XIIIe siècle, avec l'établissement des Génois, qui allait dominer l'île durant 5 siècles. Dans la haute ville de Bonifacio, dont ils vont faire la première ville de Corse, de nombreux édifices religieux vont être bâtis, dont plusieurs couvents, comme celui dédié à Saint-Dominique, aujourd'hui en travaux, qui est devenu l'hôtel de ville. Ces couvents médiévaux ne vont cesser de se développer, notamment avec l'arrivée au début du XIIIe siècle de Giovanni Parenti, ministre général de l'ordre franciscain et successeur de François d'Assise. Mais le saint qui parlait aux oiseaux aurait lui-même fait escale à Bonifacio quelques années auparavant. C'est en tout cas ce que raconte une légende rattachée à un lieu magnifique qui surplombe la ville, le couvent Saint-Julien, qui est aujourd'hui une propriété privée. Saint François serait venu ici en 1215. Alors là, par contre, son voyage en Corse est connu. Et il est arrivé ici, dans ce couvent où il y avait donc un ordre qu'on ne connaît pas bien. Et il n'a pas été reçu parce qu'il était mendiant, comme les franciscains faisaient vœu de pauvreté. Il n'a pas été considéré comme un hôte valable. Donc il est resté dehors. Et il a passé la nuit dehors et le lendemain, il a été illuminé par le soleil, on va dire, en prière, et on a considéré que c'était un saint. C'est une belle légende que les bonifaciens aiment bien raconter. C'est la légende locale. Le monastère d'origine aurait alors été transformé en un couvent franciscain qui a connu une grande prospérité en servant de noviciat aux membres de la communauté religieuse, mais également d'école pour la population. Détruit par les Turcs lors du siège de 1553 et déserté pendant près de 200 ans, il a été restauré et agrandi au XVIIe siècle. Il est composé d'un corps principal et d'une église dont la taille importante s'explique par l'attrait qu'elle exerçait auprès de la population locale. Autrefois, un pèlerinage partait de la ville et arrivait ici en empruntant ce chemin en pierre de calcaire restauré par la propriétaire des lieux. Les franciscains, qui étaient de grands bâtisseurs, ont également créé de superbes jardins, avec un impressionnant système d'irrigation. C'est le système qui existe dans les pays arabes, en Espagne, c'est-à-dire qu'il y a des canaux principaux qui récupèrent l'eau de pluie ou des sources, ou de l'eau qu'on va chercher très loin, et à partir de ça, il y a ensuite des canaux secondaires
qui sont distribués dans les différentes parcelles, dans les fameux terrains, avec entre ces différentes parcelles des bassins de rétention dans lesquels on garde l'eau et puis on va le puiser au fur et à mesure. Après la Révolution française, le couvent a été racheté par une famille locale, les Castelli. Mais au fil du temps, il s'est dégradé, jusqu'au jour où le père de la propriétaire, qui fut maire de Bonifacio, a décidé de le reprendre pour le sauver en 1969. Depuis, la famille s'est efforcée d'assurer sa sauvegarde au prix de grands efforts. Il se trouve que mon père, sollicité par sa mère qui était une Castelli, a repris ce couvent. Il a bien fait, il a mal fait, j'en sais rien. Il a sûrement bien fait d'un point de vue général. Mais au point de vue personnel, c'est une horreur en fait. Parce que c'est un investissement... Pour rire, je vais dire qu'il disait lui-même, j'ai laissé ma santé, mon énergie et tout mon argent. Et moi, je peux te faire un texte. Aujourd'hui, Claude s'apprête à passer la main à sa fille, qui souhaite poursuivre son œuvre grâce à de nouveaux aménagements destinés à accueillir des hôtes pour un projet d'agritourisme. Une charge à la fois financière et symbolique. Oui. Ouais, on peut les inviter aussi. J'ai une responsabilité sur les épaules qui est énorme et que le public comme ça, lambda, ne se rend absolument pas compte parce que à chaque fois que j'ouvre la porte, c'est non seulement, oui, un petit peu de moi, de ma famille, donc de mes ancêtres et elle appartient également aux Bonifaciens puisque les Bonifaciens se sentent lié au couvent de Saint-Julien. Et ça, ce sera de toute ma vie, je pense que ce sera toujours comme ça, quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi parce que c'est un petit peu aussi à eux. Lorsque le couvent Saint-Julien a été fondé au XIIIe siècle, la Corse, alors sous domination génoise, était gérée localement par des seigneurs qui ont souvent commandité la construction de couvents. C'est le cas de celui de Vico. Le couvent Saint-François a été fondé dans les années 1480 à la demande du puissant seigneur Giampaolo de Lecca, dernier comte de Corse, qui a donné le terrain sur lequel il a été bâti. Alors le premier couvent, en fait, c'est très sommaire. Il y a une chapelle, une petite église qui est dédiée à Saint-Antoine de Padoue et quelques habitats très, très rudimentaires avec une communauté. C'est des frères mineurs, donc c'est des frères franciscains qui vivent de charité, d'aumône. En fait, c'est l'aumône, la prière et le travail. Et donc, ils sont installés ici. Voilà. Ensuite, la congrégation franciscaine qui est très présente en Corse, avec de nombreux couvents, et dans le monde entier, va se développer. Et à partir du XVIIe siècle, le nouveau couvent va être édifié. Les franciscains ont lancé une campagne de grands travaux d'agrandissement en restructurant la bâtisse à l'italienne avec un plan en forme de U. L'église attenante, qui a elle aussi été remaniée, conserve plusieurs chefs-d'œuvre de cette époque. Le couvent, en tant que tel, n'a pas été classé monument historique. Par contre, il y a des objets, du mobilier qui a été classé, et en particulier Uvranciscone. On l'appelle Uvranciscone. C'est une grande croix franciscaine qui est datée du XVe siècle et qui était portée en procession. Ils faisaient des grandes processions quand il y avait des temps de sécheresse ou lorsqu'il y avait des épidémies, donc par les fidèles et par les franciscains qui résidaient au couvent. Ensuite, comme élément remarquable, il y a le tabernacle en marbre polychrome qui date, lui, du XVIIe siècle, donc qui a dû être installé lors de la première rénovation par les franciscains. Les stalles, derrière, où étaient chantés les offices pendant la journée. Et dans la sacristie, il y a un meuble aussi exceptionnel, c'est un chasublier qui est daté du XVIIe siècle aussi, qui a dû être installé au moment de la première rénovation par les franciscains. Comme ailleurs, lors de la Révolution française, le couvent est devenu bien national
et les moines ont été chassés. Mais en 1836, Monseigneur Casanelli, évêque de Corse, le récupère et y installe les Pères Oblates de Marie Immaculée, une congrégation fondée à Aix-en-Provence par Eugène de Mazenot, qui est aujourd'hui reconnu saint. Ces prêtres ont mené une action d'évangélisation, mais aussi de pacification, à une époque où les Vendétais étaient encore très nombreuses dans l'île. En 1839, l'un des Pères Oblates, le mentonné Charles-Dominique Albini, surnommé l'apôtre de la Corse, est décédé ici, dans sa cellule, devenue un lieu de culte. La population locale, ici, lorsqu'il y a une cause désespérée, une maladie, un accident, voilà, les gens viennent ici et se confient, prient et demandent la guérison au Père Albini. Alors depuis les années 1963, il est reconnu par l'Église universelle, par Rome, dans le cadre des vertus, l'héroïcité de ses vertus évangéliques. C'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est quelqu'un qui a vécu selon l'Évangile, et il reste 2 étapes importantes. Il faut 2 miracles, un miracle pour la béatification et un miracle pour la canonisation, pour qu'il soit élevé au rang de saint, comme le fondateur des Oblats, Monseigneur Eugène de Mazenot, qui lui fait face dans ce petit oratoire. Chassés de nouveau du lieu au début du XXe siècle, après la loi de séparation de l'Église et de l'État, les Oblates vont y revenir quelques décennies plus tard, en 1936. Aujourd'hui, les 3 prêtres encore présents entretiennent les lieux qui accueillent les visiteurs et où sont organisées de nombreuses manifestations. Mais ils ont surtout un grand rôle religieux dans la région. Nous sommes chargés de la pastorale, comme on dit, c'est-à-dire aller dans les villages qui nous sont confiés pour annoncer l'évangile, bien sûr, pour être proche des personnes, célébrer les messes et les sacrements, bien sûr. Et il faut se le dire que ce n'est pas toujours évident, mais on essaie de s'y faire avec beaucoup de joie, ce qui fait qu'on est aimé par les gens, on est accepté par les gens, et on aime bien être là, voilà. Donc c'est ça notre mission, une mission de présence et une mission d'évangélisation, annoncer l'évangile, malgré le fait que de plus en plus nos villages se vident, mais avec ceux qui sont sur place, on essaie de maintenir un peu cette flamme-là. Si le couvent de Vico a été construit au départ par le grand seigneur Giampaolo de Lecca, qui allait se révolter contre l'autorité de Gênes au XVe siècle, dans le sud de l'île, c'est son grand rival qui allait l'imiter. À Sainte-Lucie de Talane ou dans l'Alta Rocca, qui fut autrefois la terre des seigneurs, le couvent Saint-François et son église ont été bâtis sur la volonté de Rinuccio della Rocca en 1492, la même année que la fondation d'Ajaccio. La construction d'un tel édifice répondait alors à des objectifs autant religieux que politiques. C'est d'abord une manifestation de dévotion, de piété. C'est le signe aussi du succès de la pastorale franciscaine auprès des seigneurs, auprès de la population en Corse. L'établissement d'un couvent, c'est aussi s'appuyer sur cette autorité religieuse et spirituelle pour asseoir une légitimité politique. Il est fort probable que Rinuccio della Rocca ait envisagé de faire du couvent Saint-François de Sainte-Lucie de Talane un mausolée aussi, un lieu pour abriter sa sépulture, un lieu de mémoire du seigneur corse. Mais Rinuccio ne sera jamais enterré ici. Entré en rébellion contre Gênes, comme l'avait été avant lui son rival Giampaolo de Lecca, il sera finalement arrêté et tué par les Génois qui jetteront son corps dans les fossés de la citadelle d'Ajaccio pour le priver de sépulture. Avec lui disparaissait le dernier seigneur de la Corse. Mais son épouse Serena a elle bien été enterrée dans l'église du couvent, comme le rappelle cette plaque en marbre. Les lieux abritent aussi d'autres éléments de cette époque.
comme ce bénitier marqué des armes de Rinuccio, qui figurent aussi sur la dédicace du couvent, mise en place lors de son inauguration. Alors on retrouve sur les armoiries de Rinuccio della Rocca un château, un symbole castral qu'on retrouve sur toutes les armoiries des seigneurs chinarchesi. C'est sans doute le château de la Rocca qu'on distingue, surmonté d'une balance. C'est un symbole de justice qui est courant dans le vocabulaire symbolique du pouvoir. Il s'agit de vanter un pouvoir fondé sur la justice, élément central du bon gouvernement. Mais on peut penser qu'il y a également un système d'armoirie parlante, c'est-à-dire que cette balance, elle évoque le juge Giudice, l'ancêtre fondateur. Le couvent tombé en ruine vient d'être restauré avec une architecture très contemporaine. Il devrait dorénavant devenir un lieu culturel central pour la région de l'Alta Rocca. Si le Sud conserve ce riche patrimoine, la ville qui a abrité le plus de couvents est certainement celle dont les Génois avaient fait leur capitale dans l'île, Bastia. Au XVIe siècle, en réaction au protestantisme, le Concile de Trente a lancé une contre-réforme qui allait initier l'art baroque dans les églises, mais aussi une deuxième vague de construction de couvents en Corse. Bastia va en compter pas moins d'une douzaine. Certains sont encore debout. Comme tous les autres, ils sont passés dans le domaine public lors de la Révolution française et ont pour la plupart changé de destination. C'est le cas du couvent Saint-Angelo où nous attend Sylvie. Cette ancienne guide conférencière, passionnée par le patrimoine religieux de sa ville, travaille aujourd'hui dans ces lieux, qui accueillent notamment la Casa di Lingue, une structure municipale récente ayant comme objectif la promotion de la langue corse et des langues en général. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, cette façade reflète toute l'énergie qui a été voulue par la ville de Bastia, c'est-à-dire de considérer cette aile comme une véritable matrice pour la langue corse, pour la culture, pour le partage de cette culture, pour la diffusion également. La chance que l'on a, c'est qu'on a également 3 associations sédentaires, la Fondation du patrimoine, le réseau Canopé et bien sûr Pradiga Lingua, pour qu'il y ait au niveau public, en tout cas, l'accès à la langue et aux projets qui sont partagés. Il y a une synergie aussi entre ces associations, entre ces entités, afin de mettre en commun aussi des salles, de mutualiser l'espace et d'avoir quelque chose qui soit accessible pour le tout public. L'édifice construit en 1612 par les franciscains réformés était connu durant la période génoise sous le nom de Sant'Angeli, qui fait référence à l'archange Gabriel. Dans ce quartier alors situé à la lisière de la ville, les frères mendiants cultivaient les jardins, partageaient leur production avec les populations, auprès desquelles ils menaient aussi des actions d'évangélisation et d'instruction. Mais ils avaient également un autre rôle. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'ici, on est au milieu d'un cloître, planté d'orangers, d'agrumes. Il faut imaginer également de nombreuses salles, puisque les frères étaient jusqu'à 30, sans compter les malades, les infirmes, puisque ça a été aussi un grand hôpital, un hospizio dei trovatelli. C'est là aussi qu'on pouvait abandonner ses enfants, qu'on soignait. On a trouvé des pots en maïolique qui attestent bien qu'il y avait donc une pharmacie, qu'il y avait une infirmerie et qu'il y avait à un moment donné la possibilité d'accueillir tous les malades de Corse qui pouvaient passer par ici. Donc c'est un lieu d'évangélisation, c'est un lieu de partage, de savoir, mais également un lieu de soins pour la ville de Bastia. Un autre couvent tout proche est lui aussi devenu public, mais avec une particularité. Il a conservé depuis 4 siècles sa vocation initiale de lieu d'enseignement, le collège Simon Vinciguerra. Lors de sa fondation au XVIIe siècle, c'était un couvent jésuite, abritant un collège bâti sur les plans du père Antonio Bernabo, recteur du collège de Gênes. L'église attenante, qui s'appelle aujourd'hui Saint-Charles, a été la première de l'histoire à être dédiée au fondateur de l'ordre, Ignace de Loyola, avant même sa canonisation. L'ensemble a été édifié sur ce qui était alors l'axe principal de la ville, le Carro du Dritu,
que l'on appelle aujourd'hui la rue droite. Un choix qui marque une volonté de se placer au plus près d'une population que l'on voulait alors reprendre en main. Les jésuites sont présents de partout dans le monde. Au même moment, ils vont arriver aussi à Bastia parce qu'il y a un contexte vraiment très compliqué. C'est un gouverneur génois à l'époque qui écrit directement à Saint-Ignace pour envoyer des frères missionnaires pour venir en quelque sorte remettre de l'ordre. On parle d'immoralité. D'ailleurs, le premier jésuite, quand le père Landini arrive, hein, qui est donc le visiteur apostolique, il fait un constat vraiment qui est c'est très alarmant. On va avoir beaucoup de razzias. On a vraiment des épisodes de razzias qui sont terribles, traumatisantes même pour la population, qui ne trouvent pas refuge souvent parce qu'ils ne sont pas protégés par des remparts, qui abandonnent aussi la foi, on peut le comprendre. On a des déportations aussi de populations comme esclaves sur les marchés d'Afrique du Nord. Donc on va avoir également une population qui a peur. On est dans la peur aussi, permanente. Autrefois, l'entrée du couvent se faisait par une porte située près du chœur de l'église. Aujourd'hui, elle est située à l'arrière, sur le boulevard Paoli, qui a vu le jour au XIXe siècle. Le plus ancien établissement secondaire de Corse est toujours aujourd'hui un collège, qui porte le nom d'un ancien professeur résistant. Comment ça va ? Ces immenses couloirs rappellent bien l'ambiance dans laquelle les jésuites ont instruit les jeunes Bastiais durant près de 200 ans. Tous les collèges jésuites au monde fonctionnent sur la même règle des études. C'est le ratio studiorum. Et les matières que l'on enseignait, donc c'était 3 années de classe. Il y avait une année de grammaire, une année d'humanité, et une année de rhétorique. Et à partir de 1693, on a étudié la philosophie. La table était au milieu et tous les élèves étaient autour. Donc c'était moins académique finalement que ça n'a été plus tard au niveau d'une salle de classe et de l'agencement d'une salle de classe. Si les lieux abritent un collège, de nombreux Bastiais continuent de l'appeler le vieux lycée. Car son destin a été mouvementé depuis l'arrivée des Français à la fin du XVIIIe siècle. Saisi durant la Révolution, il devient une école puis un palais sénatorial sous le Premier Empire, avant de retrouver sa fonction initiale sous la Restauration. D'abord collège royal, il a également abrité la municipalité et la bibliothèque municipale, avant de devenir lycée impérial sous Napoléon III. Tout le long du XIXe siècle, donc c'est un collège où l'excellence est à l'ordre du jour. Des compétitions avec d'autres établissements d'ailleurs. Et ils sont dans ce système d'excellence poussé toujours plus haut. Et au XIXe siècle, beaucoup de gens, même qui sont en Amérique du Sud, des Corses d'Amérique du Sud, mettent leurs enfants dans ce collège-là. C'est pour dire le prestige qu'avait ce collège. Les équipes pédagogiques du collège sont animées par une même passion pour la riche histoire de leur établissement, qu'ils ont à cœur de transmettre aux élèves. Au sein du CDI, ils ont notamment créé un cabinet des curiosités à partir des objets et des documents retrouvés ici. C'est émouvant parce que les élèves d'aujourd'hui, ils sentent finalement cette proximité avec leurs aînés qui ont été dans ce collège et ça les rapproche. Et ça leur montre aussi qu'ils font partie de cette chaîne qui représente l'histoire de l'éducation et l'histoire de l'établissement. Tu as bien nettoyé ton livre, David ? Depuis une dizaine d'années, un atelier patrimoine a été mis en place en partenariat avec la bibliothèque patrimoniale de la ville. Ici, les élèves s'initient à la conservation des nombreux livres anciens conservés au collège.
C'est une bibliothèque qu'on a trouvée sur place, donc on a commencé à travailler il y a 5 ans. Et notre but, c'est de remettre en forme, comme elle était, la bibliothèque dans le CDI. Donc on est en train, là ça fait donc 5 ans qu'on y travaille tous les lundis, de 13h à 14h avec ses enfants sur la base du volontariat. Ça nous permet d'apprendre déjà beaucoup de choses sur l'histoire du collège avant. Je trouve ça très instructif. Ça nous permet aussi d'apprendre à être délicat parce qu'il faut vraiment être soigneux et minutieux pour nettoyer les livres. C'est pas facile. Après la destruction d'une aile due à un bombardement durant la Seconde Guerre mondiale, les lieux devenus trop exigus conserveront la partie collège, alors que les lycéens seront progressivement transférés dans un autre ancien couvent, l'actuel lycée Jean-Nicot Oly, qui est certainement l'un des bâtiments les plus chargés d'histoire de la ville. La partie la plus ancienne de l'établissement a plus de 300 ans. C'était autrefois l'ancien couvent de la Société des prêtres de la mission, que l'on appelle aussi Congrégation des missionnaires lazaristes, fondée par saint Vincent de Paul. Il a été édifié à l'époque en bord de mer sur un promontoire avant que la colline attenante ne soit arasée au 19e. L'installation des prêtres de la mission s'est effectuée sur l'initiative du Sénat de la République de Gênes. À côté de ce vaste édifice, une église baroque originale a également été bâtie. Mais elle est aujourd'hui consacrée à d'autres nourritures que spirituelles. Alors c'est assez atypique. On est dans le réfectoire du lycée. Quel drôle de réfectoire finalement, parce que on se situe vraiment dans la nef de l'ancienne église du couvent des Lazaristes. C'est l'église Saint-Vincent de Paul. L'église est bâtie entre 1716 et 1723. On est encore dans l'ambiance baroque, c'est-à-dire un plan unique. Vous le voyez, c'est vraiment une partie assez nouvelle, puisqu'il y a un octogone, il n'y a pas véritablement de nef, il n'y a plus de nef. Et c'est un endroit assez incroyable. Et elle est aujourd'hui parmi les seuls endroits finalement qu'on peut trouver en Corse avec ce plan qui a été initié à cette époque-là. À partir de la fin du XVIIIe siècle, le couvent va connaître un tout autre destin. Lorsque les Français arrivent en 1768, c'est ici qu'ils installent le siège du gouvernement de l'île. Et les religieux vont alors devoir se contenter d'une seule aile, jusqu'à ce qu'ils soient expulsés durant la Révolution. C'est le palais du gouvernement, Palazzo du Gouvernement, où sont édictées des lois. D'ailleurs, après la Révolution française, très vite, on y voit un jeune Napoléon aussi qui descend à Bastia pour faire appliquer les décrets de l'Assemblée nationale et qui va, on le voit, distribuer les cocardes bleu, blanc, rouge. Donc c'est un bâtiment qui suit l'histoire de Bastia. On ne le sait pas toujours, mais c'est un bâtiment qui a été un pouvoir politique, qui a été une préfecture à l'époque de la préfecture du Gaulle, lorsqu'il y a ce département donc, de 1800 à 1811. C'est également le lieu ensuite de la sous-préfecture. Ça sera aussi le lieu de la cour royale. Ça sera la cour d'appel avant qu'il y ait le palais de justice qui soit construit au milieu du 19e siècle. Et c'est aussi la mairie de Bastia et sa bibliothèque. Donc on voit bien que le pouvoir politique n'a jamais délaissé ce bâtiment jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui la ville gère les lycées et nous avons bien sûr aujourd'hui un lycée, donc c'est un établissement public. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les couvents se sont répandus dans toute la Corse, dans les villes comme dans le rural. La Castaniche en compte plusieurs qui ont aussi joué un grand rôle dans l'histoire politique de l'île, comme au village de Casabianca. L'ancien couvent Saint-Antoine, devenu un lieu de sépulture, accueillait autrefois les Servites de Marie, un ordre mendiant fondé à Florence au XIIIe siècle. L'édifice élevé à la croisée des chemins entre plusieurs pièves a répondu à la demande des populations locales qui ont tout fait pour assurer le financement de sa construction.
c'est un petit peu l'émulation entre les Pieve. Parce qu'autour, ça construit. La Pieve d'Orezza a son couvent, donc la Pieve de Casinca, qui n'est pas très loin, en a un et puis deux. Donc quelque part ici, on se disait, mais finalement, on n'a pas de couvent, quoi. Donc il y avait aussi une certaine fierté des habitants dans l'idée de vouloir fonder quelque chose. Et après, il fallait aussi un petit peu se distinguer des autres, c'est-à-dire que les franciscains, les capucins étaient de partout. Eh bien, quelque part, prendre les servites de Marie, on ne faisait pas tout à fait comme les autres. Les servites de Marie étaient surnommés i padri neri, les pères noirs par les Corses, en raison de leur tenue. Leur spiritualité était centrée sur la dévotion à Marie et le culte de la Vierge des 7 douleurs qu'ils avaient créé. Ils ont joué un rôle de pacificateur dans une époque marquée par les vendettes. Mais c'est surtout la qualité de leur enseignement et leur évangélisation qui ont séduit les villageois environnants. On va avoir de très nombreuses vocations dans les villages aux alentours. Ortiborio, Campi, Les Crogi, Pentaguade, Diugado, Quercide, etc. Donc tous ces gens qui vont venir au couvent, qui vont dédier leur vie au couvent. Donc ils étaient formés initialement ici, et ensuite ils partaient souvent étudier en Italie, où ils devenaient docteurs en philosophie et en théologie. Et souvent, donc, ils enseignaient ensuite dans les couvents italiens, et régulièrement, donc, on leur disait, une fois qu'ils avaient fait une période d'enseignement en Italie, on leur demandait de revenir ici. Ils enseignaient donc aux populations environnantes, donc il y avait un côté école, et ce côté école était vraiment très important pour les villages. Au XVIIIe siècle, la Castagniccia est devenue un haut lieu du soulèvement des Corses contre l'autorité de la République de Gênes, qui allait bientôt entraîner 30 ans de révolution, jusqu'à la fondation d'un gouvernement indépendant par Pascal Paoli. Le couvent de Casabianca, avec sa position centrale, a alors été au cœur des événements, en accueillant plusieurs des assemblées de chefs, que l'on appelait alors les consulte. Alors la première consulta qu'on connaît, donc, c'est 1730. 1730, on est juste après les premiers mouvements de rébellion, et c'est à Casabianca qu'on va décider d'attaquer Bastia, de marcher sur Bastia pour faire la première attaque de la ville génoise. Et ensuite, il va y en avoir toute une série, alors je ne vais pas les citer, il y en a une dizaine, mais évidemment, celle qui est la plus importante, c'est celle de 1755, où Pasquale Paoli va être élu donc, général de la nation corse dans ce couvent. Donc il y a effectivement pour l'histoire de la Corse une charge émotionnelle particulière dans ce lieu. Après les hésitations des premières années du mouvement, je dirais, d'insurrection contre Gênes, la véritable constitution de l'État corse a commencé ici, en 1755. 15 ans plus tard, Pascal Paoli sera contraint à l'exil en Angleterre après avoir été vaincu par les armées du roi de France Louis XV, nouveau maître de l'île. Il en sera rappelé en 1790 par le gouvernement révolutionnaire de la Convention. À son retour, lors d'une consulta qui se déroule dans un couvent proche de Casabianca, celui d'Orezza, à Piedigroge, aujourd'hui en ruine, il se voit attribuer des pouvoirs civils et militaires sur l'île. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du jeune Napoléon Bonaparte. À quelques kilomètres de là, se trouve le village natal de Pascal Paoli, Morosaglia. C'est là qu'il a pris ses quartiers durant cette période. Non pas dans sa maison qui avait été saccagée par les troupes du roi de France quelques années auparavant, mais dans le couvent Saint-Antoine-Abbé. Son frère Clément, alors présent à ses côtés, a été enterré dans l'église du couvent. Pascal Paoli a vécu ici jusqu'à son départ définitif de Corse en 1793. Mais les lieux ont gardé l'orientation qu'il avait souhaité leur donner. Paoli, comme tout le monde sait, est un grand humaniste et il voulait que tout le monde ait droit à l'instruction. Donc il estimait que tout le monde avait le droit de savoir lire, écrire, compter. Et par testament, il avait fait un legs de 50 livres pour payer un instituteur
qui enseignerait aux gens qui le voulaient l'écriture, la lecture. Et la première école Paul a été fondée ici en 1833 grâce à ce legs. Et jusque dans les années 1960, il y avait ici 300 élèves, c'était énorme. Et en l'espace de très peu de temps, voilà ce qu'il est devenu. L'association que préside Michel se bat depuis des années pour sauver le couvent fortement dégradé et lui trouver une nouvelle vocation. Il est bien évident que ce couvent est restauré dans un but bien précis. On a travaillé sur 4 axes principaux. Le premier, c'est la restauration d'un monument, d'un patrimoine architectural et culturel. La deuxième, c'est un projet qui se veut touristique. La troisième, qui dit tourisme, dit économie. Donc on voudrait revitaliser Morosalia et l'intérieur. Et la quatrième, c'est un aspect pédagogique et social. C'est-à-dire qu'on a déjà fait quelques approches avec l'éducation nationale pour, en période hivernale, avoir des classes en immersion langue corse dans le couvent. En attendant de pouvoir retaper et réaménager l'intérieur où il est prévu de réaliser des chambres d'hôtes ainsi qu'un lieu de restauration et d'accueil de manifestations culturelles, grâce au loto du patrimoine et à la collectivité de Corse, l'association a pu réunir les fonds nécessaires pour procéder aux premiers travaux de sauvegarde sous la responsabilité d'Alicia, architecte du patrimoine. Alors les travaux prévus donc, sur le couvent concernent donc tout d'abord l'enveloppe pour pouvoir le sauver parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal d'eau qui entre au moment des fortes pluies. Donc on referait l'ensemble des charpentes et des couvertures. Donc aujourd'hui on a un certain nombre de toitures différentes. Donc nous allons recréer toutes les toitures en lauze comme elles étaient à l'origine. Ensuite, l'ensemble des travaux de reprise structurelle, parce qu'aujourd'hui, le couvent, en fait, on a fait des simulations de ces structures. Donc, on a des structures voûtées, des structures, on va dire, de grande hauteur, et on a les façades qui se déplacent petit à petit. On a observé un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, il faut le stabiliser. Donc, il y a quand même des grosses interventions à ce niveau-là. Et enfin, on va reprendre l'ensemble des façades et des menuiseries pour terminer le hors d'eau du couvent. Un autre couvent de la Castaliccia a joué un grand rôle dans l'histoire de la Corse, celui d'Alesagne, sur la commune de Piazzali. Ce couvent franciscain aurait été au XIVe siècle le dernier refuge des Giovanali, des franciscains séculiers du sud de l'île, pourchassés par l'Église pour hérésie. Mais les lieux ont également accueilli un événement unique, le couronnement du seul roi de Corse. Dans les premières années des révolutions contre Gênes au XVIIIe siècle, les chefs du mouvement réunis ici ont approuvé une constitution monarchique et proclamé roi un baron allemand, Théodore de Nehoff. Chaque année, le couvent d'Alesagne est le théâtre d'un événement particulier. Le 8 septembre, lors de la fête de la Nativité de la Vierge, les lieux sont en effervescence, avec l'arrivée sous bonne escorte d'un trésor local. Huguette. Allez, on va jouer. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La Vierge à la cerise est un tableau attribué à Sano di Pietro
qui est un peintre primitif italien de l'école de Sienne. Il est attribué parce qu'il n'est pas signé. Il est de petite dimension. On pense qu'il fait partie d'un triptyque, mais on n'a aucune preuve. Et ce tableau, on ne sait pas comment il est arrivé à Lézagne. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il était dans l'église. Il a été déclaré miraculeux au moment où un moine a été attaqué par le démon. La Vierge lui est apparue, l'a soigné, l'a guéri, et c'est là que le tableau a été déclaré miraculeux, et c'est de là qu'est partie toute cette dévotion autour du tableau et de la Vierge à la cerise. Ce tableau, qui était autrefois au couvent, est désormais conservé au musée d'Aléria, pour raison de sécurité. Mais de nombreuses copies ont été faites, dont celle qui est utilisée pour la cérémonie religieuse du 8 septembre. L'importante ferveur chrétienne des Corses est en grande partie due à l'action des ordres religieux qui se sont installés dans l'île, où ils ont bâti plus de 70 couvents avec leurs églises et ont fortement influé sur son histoire. Si ces communautés sont aujourd'hui peu nombreuses, les édifices remarquables qu'elles ont laissés constituent un patrimoine exceptionnel, souvent en danger, que des propriétaires, des religieux et des passionnés tentent de sauvegarder et de maintenir en vie.